qu'est-ce que le Strala Yoga? Si ce type de yoga ne vous parle pas, alors vous êtes au bon endroit. Je vous invite pour cet épisode à laisser tomber les idées préconçues, à vous laisser porter, voyager par nos invités qui vont nous permettre de découvrir comment ce yoga s'inscrit, dans quelle philosophie il prend ses racines et aussi qu'est-ce que ce yoga peut nous apporter dans nos vies contemporaines. J'ai été ravie d'échanger avec les invités que je vais très vite vous présenter et je suis sûre que vous allez trouver notre discussion passionnante. Bienvenue dans Yogi's Alive Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, de tout ce qui gravite autour du yoga, de la vie tout simplement et où on cultive un état d'esprit curieux et nuancé. Je suis Isa, je suis prof de yoga et ergothérapeute et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace où on prend le temps de prendre le temps. Durant cet enregistrement, nos invités étaient accompagnés de leur adorable compagnon à poil qui s'est assoupi en nous entendant parler. Vous allez donc peut-être entendre des petits ronflements, mais qui sont simplement trop mignons. Et comme ce podcast est filmé et disponible sur YouTube, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la petite bouille de notre chère Lily. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode. Je vous souhaite une excellente écoute. Merci pour votre présence. Ravie de vous retrouver aujourd'hui avec non pas un, mais deux, et même trois invités. Bonjour Gwen, Rémi et Lily. Alors vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de Strala Yoga et ça tombe bien parce que j'ai plein de questions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que du coup vous pouvez un petit peu vous présenter pour toutes celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore? Oui, hello Isa. Bon, déjà, on est très content de participer au podcast et de pouvoir échanger un peu avec toi aujourd'hui. Pour essayer de faire court, on a pris des petites notes parce que ça peut vite devenir très long. Je vais commencer, je m'appelle Gwen, j'ai tout juste 40 ans. Tout juste. Je pratique le yoga depuis presque 10 ans. Et j'enseigne depuis 8 ans. Donc, en synthétisant mon parcours, j'ai commencé la pratique du yoga avec le Vini Yoga, donc un yoga qui n'est pas hyper connu, mais qui est vraiment axé sur le ressenti, sur la sensation et pas forcément sur le rendu final d'une posture. Ensuite, je me suis dirigée vers le Hatha et le Vinyasa. J'ai été formée initialement en Hatha Vinyasa. Et puis ensuite, le merveilleux chemin du yoga m'a emmenée vers le Yin Yoga, le Strala Yoga et le Yoga Nidra. Donc maintenant, j'ai une petite palette de disciplines. Et j'ai ouvert mon propre studio de yoga à Orléans en 2017. Que j'ai malheureusement fermé ensuite à cause du Covid, qui a mis quand même pas mal de profs de yoga un peu dans l'embarras. Et donc, nous avons, à la suite de ça, créé Flow Life avec Rémi, qui est donc un studio en ligne, avec des cours en live et des vidéos de yoga. Et nous habitons en Angleterre depuis 2 ans. Pour mon compte. Bon, merci pour ce beau parcours. Ouais, c'est super. Moi, il se greffe très bien sur celui de Gwen. Il y a avant Gwen et l'après Gwen. Ouais, c'est beau. Mais concrètement, c'est Gwen qui m'a formé au yoga. Et j'ai eu c'est même pas un 200 heures, j'ai eu mon 100 000 heures. J'ai eu mon 100 000 heures de yoga avec Gwen. Elle m'a vraiment initié au Strala Yoga et du coup derrière moi qui suis très il faut que je fasse, il faut que j'expérimente par moi-même. Donc en fait je venais récupérer des infos, on discutait, je repartais dans mon coin, j'explorais, je faisais tout par moi-même, je revenais et donc en gros j'ai baigné dans le Strala et du coup bah oui ça a été hyper agréable de voir l'impact de Gwen sur ma pratique. Après, ça a beaucoup ricoché, c'est ça qui est assez drôle.
Et donc, ça m'a fait, oui, débouler ici, en Angleterre, du coup, et prof de Strala depuis 3 ans. Ouais, 3 ans, à peu près. 3 ans. Ouais, c'est ça. Donc du coup, toi, Rémi, t'as vraiment connu le Strala Yoga grâce à Gwen. Et toi, Gwen, comment t'as découvert le Strala Yoga? Alors, l'histoire de la découverte de Strala, en fait, il faut revenir vraiment au tout début de ma formation de Hatha Vinyasa. Donc, je me suis formée en 200 heures. Et puis, j'ai enseigné ensuite, quasiment directement après. Et puis, pendant que j'enseignais, en fait, il y a énormément de questions qui se sont pointées. Et notamment, cette espèce de remise en question à un moment donné de l'alignement tel qu'on l'entend dans le yoga et de ces règles qui me semblaient à moi très arbitraires et qui, je pense, peuvent sembler à beaucoup de gens très arbitraires. Sauf que dans ma première formation, en fait, on n'avait absolument pas abordé l'anatomie. Et pour moi, c'est un gros problème parce que même si on ne devient pas chercheur en anatomie ou professionnel ou scientifique, quand on est prof de yoga, on se doit quand même d'avoir quelques connaissances et surtout de savoir que tout le monde est fait différemment. Et donc, quand j'ai commencé à enseigner, je me suis retrouvée avec énormément de douleurs. J'avais un peu mal partout. À chaque fois que je donnais un cours, j'étais vidée. Il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas dans ma façon de faire. Et donc, ça m'a poussée à aller un petit peu plus loin dans la recherche d'une pratique de yoga qui soit plus adaptée. Et c'est comme ça que je me suis formée au yin. Et le yin a ouvert la porte à une compréhension énorme de ces variations anatomiques du corps humain, du fonctionnement. Moi, je suis un peu devenue accro à tout ça d'ailleurs. Je pense que ça fait partie d'une de mes passions et que j'aime beaucoup transmettre. Et en fait, je me suis retrouvée dans une espèce de situation complexe à la fin de ma formation en yin parce que je me suis dit comment je fais maintenant pour combiner une pratique dynamique avec tout ce que je viens d'apprendre parce que tout ce que j'ai appris avant ne fonctionne plus. Et je ne peux plus décemment continuer à dire à mes élèves placer le genou au-dessus de la cheville parce que sinon ça va créer des problèmes ou continuer à pratiquer et ça viendra et ça va... Vous allez finir par débloquer le grand écart, vous allez finir par débloquer la posture du lotus, alors que non, ça n'est pas possible pour certains, même pour la majorité. Et donc, je me suis beaucoup posé la question, qu'est-ce que je fais maintenant pour concilier les deux? Et c'est là que le Strala est arrivé, qui m'a permis en fait de réunir ces deux approches, le yoga dynamique, parce que c'est vraiment quelque chose que moi j'adore. J'aime le mouvement, j'aime bouger et pour autant je voulais pas rebasculer dans une pratique qui fige et qui fait que le mouvement finalement passe au second plan parce qu'on ne peut pas bouger naturellement si on est tout le temps en train de se poser la question de savoir si on est bien aligné et si le pied est au bon endroit, si la main est au bon endroit et ça a été vraiment le parfait compromis en fait entre ces deux approches-là. Donc c'est comme ça que le Strala est arrivé. Mais je trouve que c'est hyper intéressant que tu nous partages justement ton cheminement. Et il y a plein de trucs que tu dis qui, moi, me parlent beaucoup. Moi, du coup, qui ai découvert aussi le yoga à Iyengar, où justement, on est beaucoup dans l'alignement, etc. Mais qui a quand même une certaine souplesse qu'on voit pas souvent, malheureusement. Et qui a quand même une certaine souplesse, mais qui manque de mouvement. Claire, moi, j'ai toujours dit, j'adore le yoga à Iyengar, mais je ne pourrais pas l'enseigner. Je sais pas comment... Enfin, là, c'est vraiment pas quelque chose... Donc, super intéressant. Et là, tu nous donnes trop envie d'en savoir plus. Alors, qu'est-ce que le Strala Yoga? Je ne sais pas si vous pouvez, en quelques mots, définir un petit peu son approche ou voilà, nous partager un petit peu. Mais ouais, surtout qu'en plus, on en parlait juste avant de démarrer, c'est né en anglais. C'est né avec l'anglais. Et donc, du coup, il y a énormément de concepts centraux dans le Strala qui vont pas réussir à passer cette barrière anglais-français.
Et donc, ça a été l'objet de beaucoup de discussions avec Gwen au début, de comment on peut expliquer ça, comment on peut traduire ça en français et tout. Et donc, grosso modo, on commence maintenant, après quelques années, à avoir justement cette manière de présenter le Strala. Et en gros, le Strala, c'est un yoga qui est axé sur le mouvement. Et un mouvement qu'on essaie de rendre fluide et naturel. Et justement, ce principe de mouvement naturel, il est très central et on y reviendra en plongeant un petit peu plus profondément. Il est lié à la composante Tai Chi qu'il y a dans le Strala. Et donc, grosso modo, ce yoga, il se veut intuitif, basé sur la personne. On va inviter vraiment la personne à trouver sa posture, trouver son mouvement et à vraiment le faire en fonction de ses ressentis. Donc, moi, je compare vraiment ça à un pilotage en pilote manuel, 100%. Et de là, on peut plonger un peu plus profond dans le concept et justement, par exemple, parler du fait que le Strala, c'est un mix de Tai Chi et de yoga. Et souvent, on dit qu'on bouge Tai Chi et qu'on parle yoga. Et donc, justement, ce composant Tai Chi dans le Strala, il va guider toute sa philosophie du mouvement et ce qu'on dit mouvement naturel qui nous parle parce qu'on a les mains dedans tout le temps mais qui peut être un peu abstrait. Et justement, c'est une manière de se déplacer qui va suivre les principes même du Tai Chi. Et le yoga se retrouve ici parce que c'est beaucoup plus facile de parler yoga. Un nom de posture peut passer quelque chose dans une pièce très facilement, alors que s'il fallait qu'on décrive des mouvements de Tai Chi, ça serait pas du tout la même chose. Donc les deux se complètent pour créer un yoga qui bouge et qui va chercher la simplicité et la douceur. En gros, on force jamais, c'est le carton rouge en Strala Yoga. On va essayer de trouver le chemin le plus simple et le chemin le plus doux. Et avec ça, on va libérer beaucoup de choses. Mais c'est vraiment c'est l'étendard du Strala. C'est cette recherche de la douceur qui est pas évidente à prendre en main. Ça crée beaucoup de conflits. En gros, on en a beaucoup parlé avec Gwen, on en parle beaucoup avec d'autres profs de Strala. Il y a un cheminement qui se fait dans ta tête quand tu commences le Strala Yoga, parce que tu adhères à cette logique du je vais essayer la douceur, je vais passer en douceur, j'évite de forcer, etc. Et il y a un moment, tu sais pas comment le jauger ça. Et tu te dis, mais du coup, ça, je peux pas vraiment le faire parce que c'est un peu bête et méchant, ça me demande de pousser. Une bête sauvage, c'est physique. Et donc, il va falloir que tu trouves un peu ton réglage et que tu comprennes après que, en fait, par la douceur, tu peux entrevoir le challenge, mais c'est une approche du challenge, en fait. Ouais. Ouais, en fait, ça paraît, c'est ce qu'on dit souvent, ça paraît simple, mais c'est pas facile. Ouais. Donc, le principe est simple. On essaye de bouger simplement, on essaye d'écouter ses sensations, on essaye de se laisser guider aussi par ses ressentis, parce qu'on a aussi souvent cette notion dans le yoga, il faut écouter son corps. Mais écouter, c'est juste la première partie du problème. Après, il faut répondre. Parce que si on ne répond pas, on peut écouter tant qu'on veut. Ça ne va pas forcément fonctionner. Donc, on est vraiment dans l'idée de d'abord écouter, ensuite répondre. Donc, en trouvant sa propre façon de cheminer entre les postures, sa propre façon de réaliser une posture. Et ça, ce n'est pas facile. Donc, c'est un principe hyper, qui semble très simple, mais qui demande beaucoup de pratique et qui demande aussi de beaucoup explorer, de beaucoup mettre les mains dans le moteur, quoi, pour comprendre comment nous on fonctionne et puis ce qui va nous convenir aussi au moment où on pratique, parce que on le dit souvent, la pratique va pas être la même si tu es fatigué, courbaturé ou alors plein d'énergie et donc on a besoin de chaque jour, à chaque moment, s'adapter à l'état dans lequel on est. Ça, c'est un gros morceau du Strala et c'est la partie qui est sans doute la plus difficile à mettre réellement en place dans sa pratique. Et comme le disait Rémi, ça ne veut pas dire non plus que ça va être une pratique molle ou une espèce de pratique un peu feignante où en fait on fait le moins d'efforts possible. En fait, on est plutôt dans l'idée d'économiser
l'énergie, de conserver au maximum l'énergie pour pouvoir en faire plus. Donc en faire plus, ça veut dire parfois pratiquer plus longtemps. Ça veut dire que si tu mets quelqu'un qui fait du Strala dans une planche, il va peut-être pouvoir garder sa planche pendant 3, 4, 5 minutes, alors que quelqu'un qui va la faire d'une façon très rigide, très droite, sans bouger, sans s'autoriser à souffler un peu pendant la posture. Trouver des stratégies en fait pour rendre la pratique plus efficace et aborder les challenges de cette façon-là aussi. Ça ne veut pas dire que dans le Strala, on ne fait pas de corbeau, on ne fait pas d'équilibre sur les mains, on ne fait pas ce genre de trucs, quoi. Au contraire. Mais on essaye de le faire de la façon la plus naturelle possible et peut-être la plus intelligente possible pour pas s'user en fait. On va essayer de s'extraire de l'usure et de récupérer ce dont tu parles souvent, Isa, une pratique durable en fait. Ouais, j'aime bien Pardon. Non, j'aime bien vas-y. la manière qu'a Tara Stiles, la cofondatrice du Strala, de l'amener. Elle dit qu'en fin de compte, on est le seul animal à fournir plus d'efforts que nécessaire. Et là aussi, le côté mouvement naturel se rapproche beaucoup de la nature en elle-même et cette idée de l'effort superflu. Et en fait, ça va être ça. L'approche du Strala, ça va être de pas en faire plus qu'il n'en faut. Ça ne veut pas dire que tu te restreins dans ce que tu peux faire. Tu as le même empan, seulement tu vas juste le faire sans dépenser plus qu'il n'en faut. Mais cette douceur dont vous parlez beaucoup, moi, depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est que finalement, pour avoir cette douceur, cette fluidité dans le mouvement, vous me dites si je me trompe, il faut avoir une extrêmement bonne compréhension de comment fonctionne son corps. Oui, totalement. C'est- Là, tu poses, voilà. tu mets, t'as mis le doigt sur le gros bloc du Strala, c'est que on dit la règle numéro 1, c'est de se sentir bien. Et avec tout ce qu'on vient de dire, cette idée de pas forcer, de faire dans la douceur, etc. Donc, se sentir bien, ça veut dire, du coup, adapter pour se sentir bien. Ça veut dire qu'il faut que tu saches comment tu te sens. Et donc, pour ça, il faut que tu ailles écouter. Et il va falloir, nous on dit qu'on pratique à la sensation. C'est-à-dire que tes sensations, quand tu vas bouger, ou même rester statique, parce que bouger, c'est explorer la posture. Trouver un petit peu les zones de cette posture qui sont les plus agréables. Mais une fois que tu en as trouvé une zone, tu peux l'explorer un peu plus subtilement, tu vois, et rester dedans. Mais en gros, tu vas faire remonter des sensations, et ces sensations vont être ta matière première pour créer ton mouvement. Et du coup, derrière, ça t'amène forcément l'idée qu'on est tous différents, que pour que tu te sentes bien, nous en tant que prof, on peut pas dire, et c'est pour ça que en anglais on dit que c'est un guide et pas un teacher. Et en français, guide, c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment ça. En gros, tu viens juste comme un guide de montagne. Comme un guide de montagne. Accompagné. Et en gros, on va simplement suggérer, par exemple, d'explorer ici ou là, mais on ne peut pas sentir pour la personne. Donc, ce qu'on doit transmettre, c'est la manière d'écouter son corps et de réagir à l'info qui vient pour adapter à soi et trouver sa pratique pour soi aujourd'hui. Et ça, c'est super important. C'est pas un one-shot. C'est pas mon corps, il est comme ça. Par exemple, j'ai des petits segments, j'ai des petites jambes par rapport à des longs bras, etc. Donc ma pyramide, elle va être un peu comme ça pour que je me sente bien, etc. C'est pas une fois que tu as trouvé ta traduction, entre guillemets, pour chaque posture que le travail est fait. Parce que ça va être valable pour cette session de yoga, en fait. Tu vois ? Et ça va devoir se renouveler tout le temps. Et donc, en fait, tu es sans arrêt dans ton corps, dans tes sensations. Et au fil des jours, tu notes des tendances. Tu notes des choses qui se passent comme ci, comme ça, et donc tu apprends à connaître ton corps. Non, c'est hyper intéressant. C'est un outil, en fait, d'apprentissage de son corps. Complètement. Ouais, c'est ça. Nous, on est en fait juste présents pour proposer les outils, justement, pour dispenser non pas des consignes, mais des propositions sur ce qu'il est possible de faire. Et ensuite à la personne qui est en face de choisir ce qui lui convient le mieux. Et une fois qu'il a compris un petit peu
plus en profondeur ce qui se passait dans son corps, peut-être même débloquer la façon dont lui il est fait, récupérer Mhm. plus de compréhension de son propre corps, créer ses propres outils et donc créer ses propres façons de bouger d'une posture à l'autre, ses propres façons de faire une posture en particulier parce que clairement on n'est pas tous faits pour faire les mêmes postures de la même façon et c'est pour moi un petit souci qu'on peut avoir avec le yoga moderne, ça va être de vouloir à tout prix adapter le corps à la posture comme un moule, Mhm. et alors qu'en fait on devrait faire l'inverse. Et, et donc c'est en ça aussi qu'on peut retrouver cette idée de c'est simple mais c'est pas facile parce que ça demande de développer cette écoute et cette connaissance de soi qui se fait vraiment sur le long terme en fait. C'est pas immédiat, ça se débloque au fur et à mesure. Et puis on va aussi observer souvent des évolutions pratiques, et que ce soit chez nous ou chez nos élèves, des choses qui sont faites à une période donnée d'une certaine façon et puis qui vont changer parce Comme des que tendances. on a trouvé une meilleure façon de le faire ou parce que Ouais. c'est plus confortable comme ça que ça ne l'était comme ça. Ou alors aujourd'hui, je sais pas, je me suis fait mal, donc je suis obligée de contourner la douleur et pour pas amplifier le problème, de trouver une autre façon de faire. Et c'est d'ailleurs une super façon quand on se fait mal. C'est pas cool, hein, mais ça arrive tout le temps. Non. Ouais. Quand on se fait mal, c'est vraiment comme si on avait un nouveau souffle d'exploration, quoi. Parce qu'on se dit, ok, ce que je faisais d'une façon presque habituelle, je peux plus le faire. Donc, comment je Mhm. fais pour trouver un itinéraire de contournement, quoi. Si on est dans l'itinéraire bis par rapport à l'habitude. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que tu peux pratiquer tout le temps. Même si tu as le corps un peu endolori, même si tu t'es blessé, même si tu te sens pas hyper bien pendant certaines périodes, tu peux quand même, ça te stoppe pas dans ta pratique. Mais tout à l'heure, Rémi, tu parlais de la posture de la bête sauvage et ça rejoint énormément ce qu'est en train de dire Gwen là. Je sais qu'une fois, je pense que c'était sur votre compte Instagram. D'ailleurs, leur compte est super. Je vous le mettrai en barre d'infos pour aller voir ce qu'ils font. Et je crois que vous proposiez cette posture. Et en fait, c'était marrant parce que c'était au même moment. Parfois, voilà, la vie est bien faite. C'était au même moment où moi, en fait, je l'avais appris un petit peu différemment dans ma dernière formation de yoga grâce à l'anatomie de l'épaule. Et en fait, finalement, l'entrée et la sortie étaient totalement différentes. Et moi, en fait, ça a été une révélation. C'est-à-dire que je me suis dit, mais cette posture, pourtant, je l'aimais bien. Mais là, j'avais découvert d'une autre façon. Et la façon, du coup, dont vous la proposiez, je pense, naturellement, en strala, ou en tout cas après exploration, en fait, c'était ça. C'était naturel. C'était dans l'écoute. Et moi, enfin, c'est pour ça que je voulais qu'on fasse cet épisode, pour essayer de comprendre finalement tout ce qu'il y avait derrière ce yoga. En fait, pour moi, si tu viens pratiquer le Strala Yoga, un des premiers trucs que je vais te dire, vu que tu as déjà fait du yoga, c'est pose ton cerveau sur le côté et Ouais. amuse-toi sur le tapis. Tu vas Mhm. juste amuse-toi. Bouge comme ça vient. Pour nous, l'avènement du yoga en ligne, ça a été une bonne chose parce que les yogis se sont retrouvés tout seuls, sans C'est ça. avoir, que ça soit volontaire ou involontaire, le petit coup d'œil sur la personne d'à côté. Non, elle fait comme Mhm. ça, ça doit être comme ça. Mm. Et donc du coup, tu changes ce que tu... Alors que non, t'étais dans ton corps, t'étais bien, tu vois. Ça va vraiment être central là-dessus. Et en fait, si tu penses pas trop ce que tu vas faire, si tu te lances, tu vas bien le faire. Et tu Ouais. montes un escalier, tu prémédites pas ton premier Non. appui, ton deuxième appui, tu montes l'escalier, quoi, Mhm. tu vois. Et du coup, c'est un peu comme si tu pars d'un chat sur ton tapis et tu t'éclates, tu fais des trucs. Tu fais des trucs, si tu te dis, je vais aller par là, tu vas pas dire, faut que ma main, je la pose comme ça, comme Et ouais, tu vas y aller en fait. Et si tu fais ça, Mhm. normalement, tu fais comme il faut pour ton corps en fait. Mais c'est totalement ça. Et je pense que c'est cette philosophie, en tout cas, du yoga, en tout cas dans le mouvement. Moi, je pense que c'est aussi quelque chose de très bien à l'ère très sédentaire.
Et moi, du coup, depuis que je travaille à l'hôpital, je vois aussi des personnes, notamment en gériatrie, des personnes qui n'ont pas forcément assez bougé ou qui, à un moment, ont arrêté de bouger. Et en fait, c'est vraiment l'absence de mouvement qui pose le plus de problèmes. Isa, c'est hyper chouette que tu parles de ça parce que parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le Strala Yoga et qui a été très euh, mise en avant par les créateurs de ce type de yoga. C'est que en fait, le yoga doit pouvoir s'adapter à son époque. Donc Mmh. on recherche une certaine forme de tradition du yoga, alors qu'en fait, le yoga n'a cessé d'évoluer depuis le Ouais. départ, et que parfois même le yoga est passé de l'Occident à l'Orient, alors qu'on pensait que c'était passé de l'Orient à l'Occident, mais en fait, c'est revenu. Et donc, Mmh. chaque courant de yoga s'est un peu enrichi de ce qui se passait à l'époque où on pratique. Et là où un yoga ancestral euh, était plutôt axé sur l'immobilité, le calme, une pratique qui se rapproche de la méditation forcément, parce que à cette Mmh. époque-là, les gens bougeaient et ils avaient C'est ça. plutôt besoin d'être dans l'immobilité, ou en tout cas Mmh. l'ancrage, on va dire peut-être plus que l'immobilité. Euh, et nous, à notre époque, au contraire, l'avantage d'une pratique comme le yoga qui peut s'adapter comme ça à l'époque dans laquelle on se trouve, c'est au contraire de ramener du mouvement à tous ces gens qui sont toute la journée derrière un ordinateur ou qui sont dans des positions qui sont tout le temps les mêmes sans jamais aller chercher d'autres directions de mouvement, d'autres types de mouvements. Ouais. Et l'objectif final, on va dire, du Strala Yoga qui est clairement établi, c'est pas de te permettre de faire le grand écart en 3 semaines. C'est plutôt de te permettre sur le long terme de te mouvoir de la meilleure façon possible. Et quand tu te retrouves sur des années de vieillesse, on va dire, que tu puisses les aborder de la meilleure façon possible et que ce soit jamais un problème pour toi, ou en tout cas le plus tard possible, de monter un Ouais. escalier, de te relever d'une chaise, de t'asseoir par terre et ensuite de te Ouais. relever. Et j'imagine, Isa, à quel point toi tu vois ça dans ta profession. Et, Ben ouais. et c'est cette vision sur le long terme qui pour nous est hyper importante. Et c'est ce qu'on disait au début de cette session, c'est avec le temps en fait que ça va se développer. Et c'est une pratique qu'on essaye aussi de conserver le plus longtemps possible Mais ouais. pour pouvoir bouger de la meilleure façon, parce que très clairement quand on vieillit un peu, on va pas forcément chercher à engager le plus de muscles possible, à faire le plus d'efforts possible pour réaliser une simple tâche qui peut être justement de se lever d'une Mmh. chaise. On va essayer d'avoir développé des stratégies avant pour pouvoir le faire de la façon la plus simple, pour que ce soit pas trop coûteux. Et ça va vraiment s'adapter à tous les âges en fait. Ça peut s'adapter quand tu es dans une phase où tu as besoin de te mettre un peu plus de challenge, de rentrer dans des postures plus acrobatiques, parce que à aucun moment on va dire bah non, le yoga il faut pas que ce soit acrobatique. Enfin, le Strala Yoga, hein, on évite toutes ces postures là, pas du tout en fait. C'est c'est toi au moment où tu pratiques, qu'est-ce que tu as envie de faire et de quoi ton corps a Mmh. besoin. Mais en tout cas, on va essayer de l'amener de la façon la plus accessible possible pour que ça puisse être fait et refait et permettre aux gens, oui, de bouger autant que possible euh, pour garder ouais, cette mobilité le plus longtemps possible. Et c'est hyper intéressant, là, dans ma dernière année d'ergo, justement, on a fait une formation, c'est la prévention des risques liés à l'activité physique. Donc, en fait, on est vraiment plutôt sur tout ce qui va être manutention, etc., pour, du coup, les soignants. Oui. Mais en fait, pas que. En fait, on est vraiment sur l'accompagnement à la mobilité de la personne. Alors, c'est l'ALM, ils appellent ça. Et c'est exactement, Gwen, ce que je viens de décrire. C'est vraiment l'accompagnement des mouvements naturels. Comment est-ce qu'on se lève d'une chaise? Comment est-ce qu'on se relève, etc. Et en fait, moi, je vois que si tout ça, ça n'a pas été acquis, ou si finalement les personnes ont perdu l'habitude de bouger ou ne bougent que d'une certaine façon, etc.,
Mais en fait, ça se perd. C'est-à-dire que passé un certain âge, et si tu rajoutes des pathologies dessus, ça se perd. Et dans ce que vous décrivez là, c'est hyper important. Et justement, je me pose la question, vous, dans vos élèves, vous avez tout type de personnes. Enfin, du coup, je suis curieuse. Oui. Ouais, on a vraiment tout le monde. On a des élèves jeunes, on a des élèves Ouais. vraiment jeunes, et on a des élèves moins jeunes. Ouais. On a des élèves de 60... Jusqu'à presque 70. Ouais, presque 70 ans. Ouais, ça. Voire plus. Ouais. Quand on était en présentiel, j'avais des élèves encore plus âgés et chez qui j'ai vu une progression incroyable dans la mobilité, justement. Et comme quoi, c'est possible de récupérer. De revenir dessus. Pas tout le temps, mais il y a quand même des choses qui peuvent se récupérer et c'est encore plus chouette de le voir chez des personnes plus âgées qui n'ont jamais bougé de cette façon-là et qui s'accaparent la pratique et qui progressent, quoi. Donc, en plus, ils ont la sagesse de le faire bien. Parce qu'on voit les jeunes qui comprennent le concept, mais il y a encore une sorte de... Il y a un conflit interne, tu vois. Alors que là, avec l'âge, ils sont beaucoup plus dans l'exploration du moment et pas du tout dans l'attente. On a une élève qui a plus de 60 ans, du coup, qui vient à mes cours du jeudi, qui sont un petit peu plus... comment dire, on va dire que la base, on s'entend sur le fait qu'on va essayer de bouger un peu plus, qu'on va peut-être avoir un peu plus chaud. Mais ça reste du Strava. Et l'adaptation, le degré d'adaptation de ce qu'elle fait, c'est génial. Parce que du coup, derrière, il n'y a plus de concept du cours facile débutant, cours avancé. Tu viens, tu fais ce que tu veux. S'il y a quelque chose qui est... le prof te dit on va partir là-dessus, et tu dis ouf, peut-être pas pour moi aujourd'hui, et ben tu trouves ta propre manière de contourner le truc, tu vois. Donc il n'y a plus vraiment de cours où tu dis ouah, ça c'est un cours trop avancé pour moi. Et donc pareil pour l'âge. Pareil pour l'âge. C'est ouvert. C'est toi qui vas décider de l'intensité que tu as envie de mettre dans ta pratique au moment où tu pratiques. Donc tu peux faire la même chose d'une façon intense ou d'une façon plus légère, que ce soit en changeant une posture ou en adaptant une transition, ou même avec la même version de la posture, mais tu vois, des genoux un petit peu moins pliés pour que ce soit plus léger dans un guerrier 2, par exemple. Ou alors tu vas décider qu'aujourd'hui, tu as envie de mettre un petit peu plus. Donc tu vas ramener le bassin plus proche du sol et puis travailler plus intensément sur les hanches, sur les jambes. Et en fait, chacun parvient, au bout d'un certain temps de pratique, à développer ces espèces de stratégies et à comprendre comment faire pour vraiment adapter la pratique à l'état dans lequel ils sont. Mais encore une fois, il faut pouvoir leur transmettre suffisamment d'infos et d'outils pour qu'ils puissent ensuite, eux, faire leur propre tambouille, quoi, dans leur pratique et pas se retrouver perdu parce qu'à un moment donné, en fait, on a dit qu'il fallait faire ça et en fin de compte, ça ne convient pas. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à la place de quelle façon on va pouvoir aborder une transition. Donc, nous, on a aussi... on aime beaucoup développer, chercher différentes façons de faire une transition d'une posture à l'autre pour pouvoir les proposer justement ensuite à nos élèves, parce qu'on n'est pas obligé de passer d'une posture à l'autre systématiquement de la même manière. Et on va avoir des transitions qui sont assez costauds en termes d'engagement musculaire ou de souplesse. Et on va pouvoir récupérer le même passage d'une posture à l'autre beaucoup plus doux en se plaçant peut-être plus proche du sol, tu vois, en mettant un chat au lieu d'un chien tête en bas et en restant vraiment dans cette idée que c'est pas criminel, que c'est accepté et acceptable. Et surtout que nous, on donne l'autorisation quelque part à nos élèves de chercher quelque chose de différent. Parce que souvent, on a dans des cours de yoga l'impression que si on fait différemment, on va se faire un peu taper sur les doigts ou alors on va se faire regarder
du coin de l'œil parce que c'est pas tout à fait comme ça qu'il fallait faire. C'est pas ce que le prof a demandé de faire. Et cette liberté de mouvement, elle va aussi avec la façon dont on guide nos élèves à travers une pratique. Donc, Moi, le premier truc que je dis à un élève que j'ai jamais vu, qui vient, c'est si tu fais pas comme moi, c'est génial. Si tu fais pas comme moi, c'est très très bien. Mais non, Parce mais qu'en c'est de la fait, pédagogie. Ouais, ouais, ouais. ouais, si tu t'écoutes, t'es pas mon corps. Moi, je commence à peu près le Mhm. connaître. Je suis très loin de connaître le tien. Tu connais Mhm. peut-être pas encore du tout le tien. Fais pas comme moi, en fait. Je suis une suggestion sur le côté, en fait. Sur le Ouais. côté, si tu sais pas trop comment tu pourrais explorer le truc, parce que tu peux aussi être confronté à ça au début. Tu sais, un restaurant vide, on te dit Mhm. asseyez-vous où vous voulez. Généralement, tu frises. Tu C'est ça. analyses tout, il y a trop de choix en fait. Donc c'est vrai que Ouais. ça peut être un peu compliqué de dire là, vas-y, on est dans cette posture-là, respire et explore. Qu'est-ce que je fais, tu vois? Qu'est-ce que je fais? Donc du coup, ça Mhm. peut être pas mal d'avoir une suggestion sur le côté, mais qui n'est qu'une suggestion. Et du coup, ouais, à chaque fois, j'ai un sourire. Si Mhm. tu fais pas comme moi, c'est génial. Et effectivement, nos cours, c'est comme, comme la surface de l'océan, tu vois. Il y a un mouvement qui se crée à droite, mais à gauche, on n'en est Mhm. pas du tout encore là, où on n'a pas du tout pris ce virage. C'est assez beau à voir et pour moi, c'est fondamental. Euh, Ce que je dis souvent, c'est que le flow ou le cours, c'est comme une carte. Et les Mhm. postures, ça va pas être des croix qu'il faut relier, c'est plus des zones. Et Ouais. dans cette zone, il y a ma posture, sa posture, la posture du premier élève en face de moi, la Mhm. posture de l'élève du fond. Et les zones, tu les relis en partant d'un point de cette zone et en arrivant à un autre point de l'autre zone. Donc pareil, même les transitions, elles sont pas du tout pareilles. Et là, tu as un degré de liberté qui fait que normalement, tout se passe bien. Mais est-ce que c'est lié à la philosophie en fait qu'il y a derrière le Strala Yoga? J'avais fait quelques petites recherches et j'avais vu que c'était lié à la médecine traditionnelle chinoise. Est-ce que c'est vraiment lié à la médecine traditionnelle chinoise? Tu nous as parlé de Tai Chi, Rémi, un petit peu avant. Du coup, c'est cette influence finalement un petit peu sur la philosophie chinoise qui s'intègre un petit peu dans cette fluidité dans la ouais, pratique. Comment est-ce que vous le ouais, percevez? c'est exactement ça, Isa. C'est en fait, on va récupérer, le Strala a récupéré ce qu'on peut appeler la sagesse de la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi des arts martiaux, Mhm. euh, qu'ils soient chinois ou autres, mais en tout cas, toute cette sagesse orientale euh, qui, qui réclame qu'en fait, pour être en bonne santé, euh, il faut que les systèmes soient en harmonie les uns avec les autres. Mhm. Donc on va beaucoup axer notre pratique sur le développement de cette harmonie. Et donc ça veut dire déjà ne pas rentrer en conflit avec toi-même. Donc ne pas forcer ton corps à faire des choses qu'il n'est pas prêt à faire. Parce que ça, ça fonctionne pas. On n'est pas du tout là-dedans. Et, euh, et on va avoir ce lien, alors qui va être aussi présent dans toutes les philosophies indiennes du yoga, le lien entre le corps et l'esprit. Mhm. Et ce lien qui va aussi te permettre d'accéder à une forme d'auto-guérison. Alors c'est un peu fort ce que je dis, mais on n'est pas dans de la magie. Non, non, Mais mais... comment faire pour que les systèmes du corps humain fonctionnent bien ensemble, surtout sans dissociation. Et c'est là aussi où on a un aspect très fort dans le Strala qui est le fait de bouger comme un tout. Donc on ne dissocie aucune partie du corps d'une autre partie du corps. On sait très bien que quand on bouge une zone, on va bouger d'autres zones. Et donc D'autres. on va jamais être dans le fait de placer les bras comme ça, placer les jambes comme ça. On va plutôt se focaliser sur le mouvement du centre parce que le centre, c'est de là que vient tout le reste. On parle du centre et d'extrémité, c'est pas pour rien. Donc le Mhm. centre, c'est vraiment l'endroit, la zone qui va faire bouger, qui va mettre en mouvement. Et ensuite, les extrémités vont suivre ce mouvement du centre. Et c'est en ça qu'on va récupérer cette forme d'harmonie, cette forme de grâce et de fluidité dans le mouvement qui va vraiment être rattaché à cet aspect de la médecine traditionnelle chinoise. Et dans les cours en présentiel, on a aussi en Strala ce qu'on appelle le touch and support. Donc, c'est pas du tout un ajustement,
C'est plus le fait de rentrer en contact avec certaines zones du corps de certaines personnes pour apporter quelque chose en plus. Alors on peut parler de circulation énergétique, on peut parler simplement de supporter quelqu'un et de l'accompagner, mais en aucun cas ça sera pour lui faire changer, pour lui faire changer de position, pour corriger en fait. On n'est pas là pour corriger, on est là pour accompagner, et c'est accompagné par les consignes entre guillemets qu'on donne, même si on n'aime pas trop ce mot, mais les mots en tout cas, et le toucher qui va aller avec. Et ce toucher, il est beaucoup influencé par le shiatsu. Donc on a aussi, quand on se forme en Strala, tout un module sur le shiatsu, le contact, comment on fait pour accompagner, supporter quelqu'un dans sa pratique, sans que ça devienne une manipulation. En fait, il y a ce vrai écart entre le fait de toucher pour accompagner et le fait de toucher pour corriger ou pour manipuler quelqu'un dans quelque chose qui ne lui convient pas. Donc c'est en ça qu'on va récupérer beaucoup de choses de la sagesse de la médecine traditionnelle chinoise, et puis évidemment le tai chi. Ça, Rémi, il en parle mieux que moi. Le tai chi, c'est vraiment le moteur. C'est ce qui explique le mouvement. Et on revient à ce qu'a dit Gwen, c'est le mouvement qui part du centre. Quand on dit ça veut... Là, je suis un petit peu recroquevillé. Si je respire, du coup, mes poumons sont au centre. Et je vais ouvrir. Et de là, si je laisse le mouvement se propager, j'ai par exemple les bras qui partent en hauteur. Et si j'expire, il va se passer l'inverse. Et donc, tout va partir d'ici et le reste va suivre. C'est un seul et même mouvement, en fait. C'est un bloc. On ne dissocie pas le corps, on le regroupe. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on récupère cette fameuse bête sauvage. C'est parce qu'il y a un truc qui bouge. Et donc là, on va beaucoup jouer sur notre respiration. Et quand on nous voit bouger, pour nous, sans guider, sans parler, sans rien, c'est très lent. C'est très très lent, le Strala Yoga. Parce que justement, vu qu'on va... Le yoga, ce yoga-là est vraiment fait de toute manière pour aller chercher la relaxation et défaire les tensions. On va respirer calmement. Et de cette respiration naît le mouvement, puisque on a dit on est feignant, enfin on l'a pas dit comme ça, on est feignant en Strala Yoga. On fait pas plus qu'il est nécessaire. Et justement, si je respire fort, je quitte l'immobilité. Et c'est gratuit. J'ai pas dépensé d'énergie pour au-delà de simplement respirer. Et je vais le faire naturellement, je vais pas m'arrêter de respirer. Enfin, pour l'instant, ça se passe bien. Donc du coup, c'est de l'énergie gratuite et c'est un point de départ vers quelque chose. Donc en fait, on va attendre l'inspiration, ce que dit beaucoup Tara. C'est, comment on dira en français ? L'inspiration débute, le corps suit. Oui, l'inspiration débute. Le souffle commence, c'est le corps. Et après, ton corps suit. Donc si je veux bouger mon bras en l'air, je vais inspirer, j'ai créé l'énergie gratuitement et je vais juste accompagner ce mouvement vers le haut. Et c'est ça, le mouvement par le centre. Et c'est ce qui guide un mouvement de tai chi. À aucun moment, on verra quelqu'un en tai chi bouger son centre dans un sens et une extrémité dans l'autre. C'est pas possible, c'est pas logique. On va juste bouger depuis le centre et laisser le reste suivre. Et ce que vous dites, en fait, c'est tellement juste, et moi, ça me parle vraiment, alors par rapport à notre activité, donc du coup, l'ergothérapie, et pas en gériatrie cette fois-ci, mais avec les patients qui ont des pathologies respiratoires, parce que finalement, en fait, tout ce qu'on va adapter, nous, en ergo au quotidien, au niveau des gestes, des postures, c'est uniquement avec la respiration et la position du diaphragme. On n'est pas en train de faire des postures de yoga, mais c'est exactement ce que vous décrivez, c'est-à-dire c'est vraiment le souffle, finalement, qui va nous imposer finalement, en fait, qui va nous guider pour faire certaines postures. Oui, et on a vraiment cette prépondérance du souffle dans la pratique et ce côté qui va sembler finalement très naturel quand on l'expérimente, d'expansion et d'ouverture sur une inspiration, et puis de rétraction et de fermeture sur une expiration. Et ça encore, c'est très naturel parce que c'est ce qui se produit. On ouvre quand on inspire, on referme quand on expire. Et donc, on va profiter de ça et mettre le souffle au cœur de la pratique, mais comme moteur du mouvement et non pas juste en tant qu'outil pour créer un exercice respiratoire, par exemple.
Là où ça se fait beaucoup dans d'autres types de yoga, et avec les pranayama, on est plus dans une forme d'exercice respiratoire en soi, alors que là, on utilise notre souffle comme carburant pour le mouvement. Et on est donc obligé de le prendre en compte. Là où parfois, il arrive que dans des cours de yoga ou dans n'importe quelle autre activité physique, on se retrouve pendant un certain temps avec une rétention parce que c'était dur et que du coup, on a arrêté de respirer. Et c'est normal parce que voilà, ça se fait comme ça pour certaines raisons. Et là, on va plutôt axer notre mouvement et notre pratique sur la base souffle et ensuite le déploiement du mouvement à partir de notre souffle. Et là, oui, c'est une obligation de prendre en compte ton souffle. Parce que sinon, quelque part, tu peux pas bouger. Ouais. C'est hyper intéressant et je me pose du coup la question là plus par rapport à tout ce qui va être autre pratique de yoga, même philosophie du yoga qu'on voit un peu plus dans du yoga hatha ou quoi. Là, vous avez parlé du coup du pranayama qui est presque intégré aux pratiques posturales. La place de la méditation dans le Strala Yoga, par exemple, elle est où? Alors, pour le Strala, souvent, on a un petit temps de méditation qui se place en début de cours. Et ça va être un temps d'interoception, en fait, où on va on va en profiter pour prendre la température du corps, pour voir comment ça se passe, pour se poser aussi. Et c'est un temps qui est primordial pour pouvoir extraire la pratique du yoga de sa journée et peut-être en profiter un petit peu plus et pas être dans le rush, dans le stress, dans l'urgence quand on commence à pratiquer. Donc on va avoir cette espèce de sas en début de séance pour revenir à soi, revenir à ses sensations, commencer le travail en fait qu'on va ensuite poursuivre pendant toute notre séance. Et ça va beaucoup être ça, nos méditations vont tourner autour de ça. Et Tara, elle dit souvent que tout ce qui peut être spirituel dans le yoga, ça existe dans le Strala, mais c'est à l'intérieur. C'est c'est pas quelque chose qui va t'être donné et que tu vas devoir appliquer depuis l'extérieur. C'est plutôt toi qui vas générer une forme de spiritualité et ta spiritualité à toi quand tu pratiques par cette connexion entre l'esprit et le corps et qui va développer aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité. Et donc c'est un peu, pas à contre-courant, mais ça change un peu de la façon dont on peut aborder la méditation traditionnellement. Mais ça ne veut pas dire que c'est complètement absent. C'est juste une autre façon, c'est dans l'autre sens. Ça vient de l'intérieur, ça ressort. Et ce qui vient de l'extérieur, en fait, est très, très léger, quoi. C'est des petites... on parsème quelques idées, on plante des graines, en fait. Mais on n'est pas du tout dans une idée de règles à appliquer, de dogmes, Elle est presque... comment dire? Elle est... C'était Lily. Elle approuve. En fait, la spiritualité, elle va presque être comme une conséquence. Elle va pas être cherchée, elle va pas être provoquée. Elle va être là, mais elle va arriver au bout d'un moment. Parce que justement, la finesse du lien avec notre corps, à force de s'y connecter comme ça, de manière assez profonde, quelque chose va naître en fait. Ton corps, tu vas commencer à jouer avec quand tu te déplaces et dire cette transition elle était fun, j'y retourne, tu vois. Ça c'était cool, j'y retourne. Hop, et il va commencer à y avoir un truc. Et il est presque indicible, comme s'il n'y avait pas de mots pour le décrire. Je pense que c'est la spiritualité, mais c'est tellement difficile à verbaliser, tu vois. Et effectivement, la méditation, elle va avoir son rôle là-dedans parce qu'elle va apporter un contraste. Le lien au corps, on va le faire pendant qu'on pratique avec le mouvement.
Et c'est plus facile. Si par exemple je te dis, essaie de vraiment te connecter à ton gros orteil droit, sans bouger, c'est faisable, c'est faisable. C'est pas évident. Si par contre tu bouges ton gros orteil droit, là tu as des infos qui viennent. Là je suis sur de la moquette, bien j'ai le sûr. toucher, etc. Et donc du coup, il y a une certaine, comme un médium pour cette connexion, qui est le mouvement. Et la méditation qui va t'amener beaucoup plus de stabilité, de stabilité, elle va t'amener dans le corps via l'interoception, mais sans ce mouvement de base. Tu vas juste avoir ta respiration qui éventuellement te fait un peu bouger, et c'est tout. Et là, ça va t'amener d'autres choses. Ça va créer un contraste, et de ce contraste va naître pas mal de choses. Et ça me fait beaucoup penser à la méditation pleine conscience, en fait, C'est ce que ça, vous c'est ça. Hein. décrivez. On est en Mm. conscience de A à Z dans le strala, puisque ton corps, il est dans l'ici et maintenant. Et tu te connectes à ton corps pour savoir comment bouger, en fait. Vu que tu bouges à la sensation, Mhm. tu as besoin de sensation. Et donc, il faut qu'il y ait ce lien. Et ce lien, souvent, je dis, tu peux tout faire machinalement. Tes courses, tu les fais sans penser que tu fais tes courses. Et donc, pourquoi pas une session de yoga, en fait. Tu peux tout faire machinalement, du Mhm. jardinage en pensant à autre chose, etc. Bah Et ouais, là, en bien fait, sûr. en strala, ce qui est bien, c'est que tu es obligé d'être dans ton corps, puisque c'est le fuel dont tu as besoin pour bouger qui te Mhm. l'y contraint, entre guillemets, qui t'y amène. Et donc, effectivement, tu es en pleine conscience, et c'est pour ça que la notion de flow, pas juste flow les postures, mais la notion de flow de Non. psycho, elle est extrêmement présente parce Mm. que c'est l'autoroute du flow. Si tu regardes un petit peu les composants qu'il faut pour déclencher ton flow, il faut que ce que tu Mm. penses soit relié à ce que tu es en train de faire. Mm. Tu es dans ton corps et tu es dans ton mouvement. Donc c'est très 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 présent. Il faut qu'il y ait une notion de challenge. Tu es en train de jouer, t'es en train d'utiliser ta Mm. créativité parce que tu es en pilote manuel et tu te dis, ah, je vais aller dans cette posture-là. Comment je vais faire? Je vais devoir attendre ma prochaine inspiration pour déclencher un mouvement. Et tu es vraiment... t'es dedans. T'es dedans. Donc pleine conscience à fond en fait. Et bon, alors je pense avoir déjà, par rapport à tout ce que vous nous avez dit là, avoir déjà une petite idée, mais j'aimerais quand même que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que vous, c'est une forme de yoga qui vous plaît particulièrement. Alors moi, évidemment, comme je suis venue au Australia par mon petit chemin qui m'a conduit du Vinyasa au Ouais. Yin, pour moi, ça pouvait pas être autrement. En fait, c'est euh, cette liberté de mouvement qu'on peut récupérer avec le Strala, elle est essentielle pour moi. Et, et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Et l'idée que le yoga n'a pas à être rigide, le yoga n'a pas à être statique. Euh, et, et ça sans produire de jugement envers les autres formes de yoga en fait. C'est Non, juste non, que bien sûr. c'est différent et, et ça peut aussi être une super manière d'amener des gens qui ont un a priori peut-être sur le yoga en se disant ben en fait le yoga soit c'est on reste assis on fait rien donc je vais m'ennuyer, on a tous eu celui-là. Oui. Ou alors le yoga c'est trop dur parce que on va se mettre en tête l'ashtanga, on va se mettre en tête des pratiques qui sont quand même Mm. hyper intenses pour le corps, ou après on va avoir le bah, je suis pas assez souple pour faire du yoga. Ouais. Donc c'est pareil, celui-là on l'a forcément eu. Et pour moi, le Strala vient un peu réconcilier tout le monde avec le yoga parce que chaque personne peut s'y retrouver et quel que soit l'âge, l'état physique, quelle que soit la morphologie, quelle que soit Ton historique. ton Est-ce que tu as déjà historique, bougé? Est-ce ta que tu n'as jamais biographie, bougé? quoi. Est-ce que avant tu étais danseur étoile ou est-ce que avant tu as passé une dizaine d'années à faire un boulot hyper répétitif où t'as pas bougé et donc ton corps est super raide et c'est pas pour ça que tu as à souffrir de cette espèce de comparaison qu'on va forcément mettre en place quand on arrive dans un cours de yoga en se disant oh, mais qu'est-ce que je fais là en fait tout le monde est hyper souple. Oui, mais sauf que tout le monde est hyper souple, ça fait combien de temps qu'ils pratiquent Mm. quel est leur passif en fait en termes de mouvement physique, conditions physiques. Et, et j'aime beaucoup cette idée que chacun peut trouver quelque chose et surtout que chacun peut trouver ce qui lui convient dans cette pratique-là via cette liberté de mouvement et via
cette écoute et qui n'est pas une écoute où on dit juste comme ça au début du cours, écoute ton corps. Et puis après, finalement, on ne l'écoute plus. Mets ton bras comme ça. Ou alors on l'écoute et on entend bien qu'il y a une partie du corps qui est en train de crier, mais on ne s'autorise pas à changer la position de cette partie du corps parce que le prof a dit que non, la posture c'était comme ça, point. Et je pense que c'est très frustrant pour pas mal de gens. Et l'ouverture comme ça sur n'importe quelle personne, c'est ce qui, moi, me plaît dans cette pratique et ce pourquoi j'ai envie de la diffuser autant que je peux, quoi. Moi, j'adore bouger. J'adore bouger. J'ai toujours aimé bouger. Et en fait, tu sais, il y a des gens, ils aiment démonter des trucs et les remonter. Et ils finissent bricolo. Et moi, c'est la même chose avec le mouvement. J'adore comprendre le mouvement, le retourner, essayer de dire ah ouais, donc on fait comme ça. J'ai fait un peu de gym et de crossfit et du coup je trouvais très cool de vouloir débloquer le mouvement, le comprendre, il faut mettre ses hanches comme ça et donc ça crée le mouvement, etc. Donc il y a cette composante là et après si on me dit comment faire un truc, je pense tout de suite à comment je vais pouvoir le faire autrement. Donc du coup cette liberté du Strala Yoga, elle me convient parce que du coup c'est juste bouge, fais, soit dans le moment, teste, tu comprendras sur le tas. Expérience d'abord, expérience et après tu chercheras à mettre des mots dessus, à la comprendre et donc du coup c'est exactement ce qu'on fait. Donc alors par contre ça rend un peu fou en vacances. En vacances, Gwen elle peut me retrouver devant une baie vitrée à faire du tai chi devant devant la baie vitrée en regardant dehors. Non, après c'est pas obsessionnel, mais je trouve que c'est tellement c'est sans limite. Tu t'amuses à chercher le mouvement et tu dis comment je peux bouger. Des fois on boit un café dehors et elle est assise, moi je suis debout en train de bouger n'importe comment. Pour moi ça n'a pas de c'est une profondeur infinie en fait. C'est une profondeur infinie. Et du coup cette configuration là pour faire du yoga elle me plaît énormément. Elle me plaît vraiment. Ouais, je comprends bien. Mais après, comme vous disiez tous les deux, le fait que ça développe la créativité, l'intuition, je pense que si on est un peu sensible à ça, fatalement, on va aimer ce type de yoga. Et si on a envie de développer ça, fatalement, on va peut-être aller vers ce type de yoga. Et c'est d'ailleurs très beau à voir. On a eu des élèves qui venaient de la capoeira, on a eu des élèves qui venaient de la danse. Et il y a une signature, puisque tu apportes ton mouvement passe à travers ton corps, tu apportes ce que tu es. T'apportes comment tu bouges, comment tu sais bouger, et du coup ça donne des... Même nous, du coup on est hyper inspirés parce que on découvre cette personne, et on dit, elle bouge comme ça, elle fait ça. Des fois on rentrait, t'as vu cette élève, elle bouge comme ça, elle fait ça, c'est trop chouette. Il y a une espèce de dialogue qui s'installe en fait, et on n'est pas vraiment, on se considère pas vraiment comme un ou des profs, mais comme on le disait au début, plutôt des guides. Et vraiment, tout s'enrichit et tout s'entretient. Donc on peut récupérer énormément d'inspiration auprès de nos élèves parce qu'ils ont trouvé des nouvelles façons de bouger, parce qu'ils ont développé des fameuses stratégies de mouvement pour s'adapter à des contraintes qu'ils peuvent avoir eux dans leur corps. Et c'est hyper intéressant. Et comme disait Rémi, c'est sans limite en fait. La seule limite, c'est l'imagination. Et comment on peut passer d'une posture à l'autre, ça devient, quand on est un peu dans le problem solving, nous on aime bien ce genre de truc, on se dit alors comment je vais pouvoir faire pour passer de cette posture-là à cette posture-là, en évitant ce truc-là. Et donc ça devient une espèce de jeu permanent. C'est comme si tu étais dans un bac à sable ou dans un petit laboratoire où ton tapis devient ton petit labo. Et tu te dis, ok, ben là, j'ai envie d'explorer telle posture et vers quoi mon souffle va m'emmener et vers quoi l'élan naturel de mon corps va m'emmener. Et finalement, on se retrouve avec des flows parce que finalement, on parle en flow beaucoup. On pratique beaucoup le flow dans le Strala parce que c'est inhérent à cette pratique-là. Et au fur et à mesure, ça devient très logique. Et
les élèves peuvent même parfois anticiper l'endroit où nous on va aller. C'est devenu tellement naturel dans leur corps à eux que parfois, moi, à la fin d'un cours, j'ai des élèves qui vont me dire, mais en fait, le flow que tu as fait là, mais c'est comme si je savais d'avance ce que tu allais faire. Et c'est pas un côté un peu... tu vois, on n'est pas dans de la transmission de pensée, mais on est dans de la transmission de mouvement. Et, et ça se fait tellement naturellement, le corps est tellement invité à aller dans la posture d'après. Parce que, encore une fois, si tu ouvres, après tu refermes, tu vas à droite, après tu vas aller à gauche, en haut, en bas. Et ça devient un truc qui est sans limite et surtout sans interruption. Tu peux continuer. Tu pourrais faire ça. Puis ça passe d'une personne à l'autre et ça refait des tours. On a beaucoup d'élèves qui passent beaucoup de temps à pratiquer, se filmer. Et donc on reconnaît, des fois on regarde le soir, on est sur Instagram, ah t'as vu elle a repris ton truc du dernier cours et tout, et c'est une élève qui va avoir mixé 2 trucs qu'on n'a pas fait, ou un truc de chez Gwen, un truc de chez moi, de cette semaine, et du coup on va dire, et donc ça repasse par nous, parce que du coup ça revient, ça nous fait penser, moi j'aurais pu faire ça, et en fait ça ricoche, ça revient, on repart pour un tour, c'est plein de cycles comme ça qui sont hyper chouettes. Et c'est super intéressant, mais je me pose la question, du coup, c'est une question que j'ai depuis tout à l'heure. Comment est-ce que vous faites pour enseigner? Parce que vous savez, il y a toujours le débat démontrer, pas démontrer, guider à la voix. Là, vous avez parlé un petit peu de toucher tout à l'heure. Du coup, comment est-ce que vous enseignez et qu'est-ce qui est possible en Strala? Je me lance. Vas-y. Vas-y, avec On plaisir. guide. Alors, on est dans la team où on démontre. Donc, on fait en même temps. Parce que ça nous permet de nous concentrer aussi, nous, sur nos sensations et de donner des infos qui peuvent être utiles à certaines personnes parce que telle posture va créer un étirement à cet endroit-là. Et si on va un petit peu par là, ça va peut-être faire quelque chose de différent. Et si on met le bassin vers l'arrière, ça va faire ça. Donc en fait, ça nous permet d'avoir plus facilement accès à des informations physiques et puis de les transmettre à nos élèves. Et on va beaucoup guider à la voix. On va proposer différentes options. Donc c'est comme si toi Isa par exemple tu proposais des variations avec des blocs ou des variations avec des sangles ou en passant sur une chaise nous on va essayer de procéder de la même façon, donc en suggérant des variations possibles, mais dans le Strala on ne retrouvera jamais d'accessoires parce que comme on est dans le flow, c'est hyper difficile de venir caler une brique là, caler une sangle à cet endroit parce qu'on casserait en fait le rythme du flow. Donc on va plutôt chercher à faire la même chose, c'est-à-dire trouver une variation qui convient, mais en utilisant son corps. Donc on va peut-être plier un genou pour pouvoir attraper un pied, on va peut-être tendre une jambe un peu plus ou redresser le buste dans une pyramide par exemple, tu vois, parce que dans la pyramide, souvent quand on est un peu raide, te mettre le bout des doigts par terre, c'est inconcevable. Horrible. C'est ma posture la plus détestée de tous les temps. Mais donc comment on fait avec son propre corps pour récupérer une posture qui soit une pyramide, parce qu'on n'est pas non plus en train de faire autre chose, mais pour l'adapter en restant dans le mouvement. Donc on va beaucoup utiliser ce guidage, cette guidance par la voix en annonçant à chaque fois plusieurs variations possibles. Est-ce que c'est mieux si vous êtes là? Est-ce que c'est mieux si vous êtes là? Et tout ça c'est possible, quoi. Vous pouvez aussi trouver un entre-deux et c'est pas pour ça que vous êtes en train de faire je sais pas moi un pigeon au lieu d'une pyramide. Donc bien sûr. voilà. Donc on va beaucoup démontrer et guider à la voix, et comme on fonctionne aussi sous forme de flow,
Souvent, on va donner beaucoup d'infos au début quand on déroule le flow une première fois avec voilà, toutes ces options, toutes les possibilités qui s'offrent à chaque élève. Et puis, on va ensuite répéter le flow une deuxième fois, une troisième fois en donnant de moins en moins d'informations pour que ça soit pas non plus une inondation d'infos bien sûr. et que chaque personne puisse trouver cet état de flow au fur et à mesure et s'immerger de plus en plus. Super intéressant et je trouve que c'est important aussi, je pense que démontrer parfois c'est essentiel parce qu'on apprend tous différemment. C'est ça. Donc il y a des personnes, on leur explique un truc, moi je vois parfois, ne serait-ce qu'avec mes patients, si j'explique parfois certaines choses, pour certains patients ils vont tout de suite capter, il y en a d'autres, si je leur montre pas, c'est impossible. Mais moi c'est pareil, moi je sais qu'il vaut mieux voir quelqu'un que juste qu'on m'explique. Ouais, non, c'est exactement ça. Là, en tête, j'ai 2 élèves qui fonctionnent complètement différemment. Et il y en a une, je sais, elle regarde pas, elle est dans son mouvement, dans son corps. Surtout qu'on a chacun, on va dire, notre empreinte de posture, nos postures du moment. Et avec ça, nos élèves, en fait, ils ont comme un cadre et donc ils savent à peu près quand même où l'action va se passer. Donc déjà, ça restreint un peu le champ des possibles. Donc ils peuvent aussi fonctionner sans nous voir, pour certains. Il y en a qui ancrent très vite. T'as fait une fois, ils l'ont retenu. D'autres, c'est pas du tout le cas. Ça rentrera pas. Et il y en a qui, au contraire, du coup, là, ma deuxième élève, elle me regarde même pour une posture ultra simple qu'on met 50 fois dans le flow. Parce que c'est comme ça qu'elle prend. Comme tu dis, il y en a certains, ça va être compliqué. Et en fait, c'est pas qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils ont besoin de voir. C'est qu'en fait, eux, faut qu'ils voient. C'est ça. C'est eux, faut qu'ils voient. Et donc, je trouve que c'est important. Puis, comme je te disais tout à l'heure, d'être là comme suggestion sur les côtés, ça encourage. En fait, on gère plusieurs personnes. On gère notre élève qui vient tout le temps, on sait que si la connexion coupe, qu'il n'y a plus que le son, quoi, c'est pas un problème. Et puis, on peut avoir une élève qui est en train de débloquer le truc. Donc, c'est en train de venir. Mais pour certains trucs, il faut encore donner des suggestions, etc. Donc, en fait, on parle pour tout le monde et on montre pour tout le monde. Super intéressant. Bon, là, vous vous doutez bien que moi, là, je suis trop intéressée. Je pense que j'attendais de faire ce podcast avec vous pour pratiquer avec vous le Non, mais vraiment, parce que justement, je me rends compte que moi, pendant très longtemps, j'ai ce côté où je recherche un petit peu plus d'intuition et je remarque aussi, là, je pratique avec d'autres personnes en ce moment qui ont plus ce système d'un premier flow où on explique beaucoup et ensuite des flows qui se répètent. Mais en fait, je trouve que je me sens mieux, moi, quand je pratique. Je comprends mieux et je trouve que c'est plus simple aussi à transmettre. Donc, tout ce que vous me dites, ça me parle énormément. Mais je sais pas, si on a des auditeurs qui sont encore un petit peu récalcitrants, est-ce que vous avez encore un conseil ou je sais pas, une chose que vous avez envie de partager pour nous donner envie de tester le Strala, ce serait quoi? Pour moi, il faut que ça se passe dans le corps, il faut que ça soit... C'est une expérience. Donc si tu me dis c'est quoi ma prochaine étape pour me mettre au Strala, ou je vais dire là tout de suite, va sur ton tapis et bouge comme tu as envie de bouger en fait. Bouge comme tu en as envie et regarde ce qui se passe. Après, non, le Strala, on pourrait en parler des heures et des heures, c'est passionnant. Parce que, c'est trop intéressant. Par exemple, tu as, comme on l'a dit, on force pas et on cherche la douceur. Et ça crée un système de fonctionnement comme 2 modes, comme si tu avais un levier sur 2 modes. Et ça vient te le poser dans un levier très particulier. Quand on fait du sport, même si le sport nous détend, même si le sport nous fait du bien, même si le sport est derrière notre bien-être mental, physique, etc., le sport en lui-même, l'activité sportive, ça va être un stress. Tu vas déclencher... en anglais, dans le Strala, on va beaucoup parler de stress response et de relaxation response. Derrière, toi, tu mets tes mots, tu peux dire système parasympathique, sympathique. Mais grosso modo, quand tu vas être dans une activité physique, même si c'est du yoga, on va pas, tu vois, on parlerait plus facilement de crossfit ou d'un sport assez brutal, de musculation pour ça. Mais en fait, non. À partir du moment où tu es dans l'effort, tu vas mettre ton système sympathique en marche. Tu vas être dans une réaction de stress avec tout ce qui coule à l'intérieur. Et ben en fait,
si tu choisis la douceur à chaque instant, tu te mets dans la relaxation response. Et ça, c'est très très présent dans les discours de Tara, dans ses livres, dans ce qu'elle va expliquer. Et en fait, tu vas te loger dans cette relaxation response qui se caractérise par un cocktail chimique bien particulier, qui est totalement différent de celui du stress. Et qui, du coup, te permet de créer une autre expérience. C'est totalement différent. Là, tu es dans la vraie relaxation, tu es dans celle qu'on vient chercher quand on se dit je vais faire du yoga pour me relaxer en fait. J'ai besoin de me relaxer. Et ce qui est fort, c'est ce qui continue de me... Parce que j'aime bien bidouiller. La bio, j'adore. Et cette idée, j'ai beaucoup fouiné derrière la théorie polyvagale, les systèmes nerveux autonomes. J'ai vraiment adoré me pencher dessus. Et là, de te dire que tu peux démarrer ton activité, du coup, lover dans le parasympathique, lover dans ton rest and relax, tu vois, ton calme, ton zen. Et d'ici, tellement bien ancré, commencer à t'ouvrir à des postures comme la bête sauvage, des choses comme ça, mais en restant sur cette même grille de lecture, en tissant avec le même fil, tu restes dans ta relaxation response. Et ça, je trouve ça fou, puisque si tu pratiques le yoga pour être relaxé, c'est ce que tu viens chercher en fait. Exactement. C'est ce que tu viens chercher. Et donc ça, moi, tu me l'aurais dit avant que je connaisse le Strala Yoga avec mon penchant un peu scienteux, un peu geek là-dessus, je crois que ça m'aurait titillé. Ça m'aurait titillé. Je me dis, il faut que je vois ça. Il faut que je vois ça. Et toi, Gwen, est-ce que tu aurais une chose à partager? Moi, j'aime beaucoup l'idée de liberté de mouvement. Et je pense que les gens qui ont envie d'expérimenter ça, parce que c'est vraiment génial, et ça se... Il y a un courant maintenant sur le mouvement qui devient de plus en plus présent, et c'est vraiment... C'est beau à voir parce que c'est quelque chose qui est pour moi très important à cultiver, en fait, ce mouvement qu'on peut appeler mouvement naturel, parce qu'on s'est beaucoup déconnecté de son corps et parce qu'on a beaucoup... couper le corps en morceaux et rassembler, prendre le corps comme un tout et s'autoriser en fait. J'aime bien aussi le côté où tu viens dans un cours de yoga mais on va pas te taper sur les doigts parce que t'as pas bien fait. Parce que parfois on peut se retrouver dans des cours où on est stressé. Automatiquement, on va contracter, on se sent pas bien parce qu'en fait on se dit je suis pas en train de faire la bonne posture là. Et je trouve que retrouver cette liberté, il y a un côté aussi très, très enfantin, quoi. Le côté où quand on est petit, on bouge sans se poser aucune question de savoir si on est aligné, si on va se faire mal, si on se fait mal, ça va arriver peut-être parfois. Mais c'est aussi une façon de découvrir son corps et c'est quelque chose qu'on a fini par perdre et qu'il faut réapprendre. Et il y a aussi tout ce processus dans le Strala où en fait, surtout si tu as déjà fait du yoga avant, on va t'inviter à changer ton point de vue, changer ta construction, désapprendre. Ça, c'est difficile. Et on le voit parfois au début dans des cours, on voit très bien les gens qui ont fait du yoga avant. Oui, j'imagine. Et ceux qui en ont fait avant d'une façon peut-être un peu plus rigide vont mettre plus de temps à retrouver la liberté de mouvement que des gens qui n'en ont jamais fait. C'est rigolo à observer ça. Et, totalement, ça ne m'étonne pas du tout. Et ça, c'est pour moi le côté, tu te libères de tout ce poids parfois d'une pratique qui n'a pas à peser si lourd. Et aussi, c'est une belle façon d'apprendre à se faire confiance. De retrouver la confiance qu'on peut avoir en son corps parce que le corps est une machine extraordinaire qui est d'une résilience ultime qui peut s'adapter si on l'amène à s'adapter mais qui va pas pouvoir s'adapter dans toutes les conditions non plus, donc il faut lui amener les bonnes conditions pour que ça puisse se faire. Et je trouve que c'est une pratique qui permet aussi de reprendre confiance en son corps et que ce soit quand on a traverser des épreuves particulières, des traumatismes, un accident, une blessure, mais aussi juste comme ça, de base, se dire que le corps,
c'est notre véhicule terrestre, hein. C'est un peu gnangnan ce que je dis, Ah mais, bah ouais. mais Non, mais c'est il vrai. faut en prendre soin, il faut le prendre en compte surtout dans ce qu'on fait. Et c'est pas juste en disant écoute ton corps que ça va créer quelque chose. Non. Il y a plus derrière. Et, et C'est je vrai trouve ça qu'on... très, très cool de pouvoir t'autoriser à bouger comme tu le souhaites et t'autoriser à explorer, t'autoriser à retrouver un peu cette âme d'enfant dans ta pratique et te délester un peu du poids des contraintes parce que Ouais. finalement, parfois le yoga peut te faire rester dans cette espèce de pratique stressante qui Ouais. mène peut-être peu à peu au burn-out aussi Mhm. physique. Et donc de s'extraire de ça et de retrouver de la légèreté, euh, c'est, c'est vraiment un truc qui est à part, quoi. Totalement. Merci beaucoup vous deux là pour ce... Non mais là je pense que tout le monde est motivé pour en tout cas tester. En tout cas non mais je trouve que on sent que vous êtes passionné. Déjà ça c'est une évidence et je trouve que ce yoga vous va bien. Vous êtes très différents et Rémi la façon dont tu l'as exprimé c'est pas du tout la même chose que Gwen et à la fois ça vous ressemble énormément et je trouve que c'est une belle façon aussi de montrer que ce yoga peut nous correspondre même si finalement on n'y vient pas exactement pour les mêmes choses. Donc c'est vraiment super intéressant. Toujours dans cette même idée, est-ce que vous auriez, je sais pas, un livre ou des vidéos ou une prof ou même vous, votre espace, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler un petit peu de tout ça pour que justement si des gens ont envie de tester, bah, par quoi, enfin comment ils peuvent faire concrètement? Alors, lire le Strala en français, ça va être très compliqué parce que Ouais. c'est les traductions des livres. Nous, quand on les lit, on ne s'y retrouve même pas en fait, on comprend même pas. Mhm. Donc, si on peut lire en anglais, les livres de Mhm. Tara sont géniaux et elle a justement Ok. publié son livre de formation Ok. qui est un super chouette point de départ pour le Strala Yoga. Un Ok. super chouette qui s'appelle Guiding Strala. Ok. Et donc ça, dans le cas idéal, c'est vraiment pour moi le premier arrêt. Ensuite, toujours si l'anglais c'est ok, eh ben, un petit cours avec Tara ou avec Mike sur YouTube, très simple, juste comme ça pour mettre le premier pied à l'étrier. Sachant que les deux vont avoir une façon très 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 différente de guider et que Mike, autre cofondateur du Strala Yoga et mari de Tara, c'est vraiment l'alien du yoga. Il est génial. Juste regarder la vidéo sans même pratiquer, sans même suivre, c'est déjà une expérience. C'est déjà une expérience. Donc en soi, pourquoi pas, on peut te faire parvenir quelques liens de vidéos. Avec plaisir. Et puis sinon, tout simplement avec nous. Déjà, je pense que ce qui peut être drôle, c'est de prendre un de nos flows sur Insta et juste d'essayer de le refaire à sa propre Mhm. manière. Ça coûte rien, ça prend 10 minutes, 15 minutes sur le tapis. Et justement, de commencer à débloquer ce côté, je vais faire à ma sauce. Je vais faire à ma sauce, j'ai un plan là, je vais essayer de le bricoler. C'est monter le meuble Ikea sans la notice. C'est exactement ça. On a la photo, on sait à quoi le meuble ressemble avec la petite vidéo et on teste, on voit bien pour l'expérience. Ok. Et après, Bah, là, super. on est dans un travail, justement, vu qu'il n'y a pas de contenu francophone, on est Ouais. dans un travail de vulgarisation du Strala Yoga en français sur notre site qu'on est en train de complètement refondre. Donc, on a déjà une bonne partie du contenu qui est dessus sur l'espace blog et qui va, par exemple, explorer le lien et l'action du Strala sur le stress, l'action du Strala sur le sommeil, sur le focus. On aurait pu presque dédier un épisode entier au focus via le Strala, vu qu'on se Ouais. connecte à soi. Donc on a commencé à vraiment baliser le parcours et là on termine justement par ce qu'on a appelé le grand guide du Strala Yoga et qui se veut plus exhaustif là où dans les articles on essaie de pas trop surcharger les gens. Là on Ouais. s'est dit allez, le but c'est justement de tout mettre. Donc on y est allé à fond et donc ça sera très bientôt disponible sur notre site. Et Prévoyez un puis, petit café ou un petit quelque chose. et Mm. au-delà de ça, bien nous, Ok. on enseigne en ligne
sur notre studio en ligne. Donc, on a du contenu vidéo préenregistré et on a aussi 6 cours en live par semaine. Quasiment un par soir ou un par jour. Et on a mis à disposition des cours d'essai gratuits. Donc pour tester justement ce fameux Strala Yoga, voir ce qu'il en est en vrai, comment se passe un cours, comment on guide, comment on bouge. Et donc ça, c'est accessible aussi sur notre site. Et puis avec un petit temps de latence, d'ici peu, on aura la possibilité de former des profs en Strala Yoga. On est sur la dernière pente de notre parcours pour pouvoir former à notre tour et inscrire des guides de Strala officiellement dans le répertoire du Strala Yoga. Donc ça viendra très bientôt en France puisqu'on se rapatrie pour l'occasion. Donc avec une petite latence d'une petite année, on va dire. Oui, non, c'est rien. En tout cas, moi, je suis admirative de votre parcours, de ce que vous avez fait, parce que ça fait longtemps quand même qu'on se suit. Et ouais, c'est beau de vous voir avancer comme ça et proposer avec autant de sincérité. Vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes authentique pour être authentique, et ça, j'apprécie particulièrement. Donc, merci en tout cas d'avoir passé ce temps. On aurait pu rester, je pense, encore facile 1h30. Ouais. Mais déjà, je pense que ça... Ouais, c'est vrai, hein. En tout cas, ça donne un bon aperçu. Moi, ça m'a vraiment donné envie de passer le pas. Vous voyez, j'osais pas. Et là, de discuter avec vous, ça me... Je vais écouter mon intuition C'est grâce à vous. super. Non, franchement, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite alors? Que tout se passe bien pour le projet de former des profs, pour quoi d'autre? De trouver un joli endroit où mettre notre studio et de démarrer tout ça. On a vraiment trop à cœur. À côté, ce qu'on aime beaucoup, c'est justement décorer, prendre soin d'un lieu. Donc ça va bien, ça va bien synergiser, je pense. Donc non, on a hâte de trouver un super lieu. D'avoir notre petit chez nous et de pouvoir transmettre le Strala dans les meilleures conditions possibles auprès de nos élèves. C'est ce qui nous attend, on espère. On croise les doigts. Oui, on croise les doigts pour vous. Vous aurez plein de bonnes ondes. En tout cas, merci cool. vous deux. Merci beaucoup, J'espère Isa. qu'on aura l'occasion de se retrouver à d'autres moments. Je pense que oui, déjà, chacun l'un et l'autre. On en parlera très vite. Et je suis curieuse de savoir ce que vous qui écoutez le podcast avez pensé de cet épisode, et si vous êtes motivés pour qu'on refasse un épisode tous les 4, ce serait avec grand plaisir. Ça marche, ouais. Nous, on est Quand tu veux. Ouais, quand tu veux, Isa. On est prêts. Trop bien. Bon, parfait. Merci pour tout. Merci à toi, super sympa. Merci, Isa. Allez, à bientôt. bientôt. Salut.